Salut tout le monde, c'est Sneakit. Aujourd'hui, je vous propose de faire les achats manga de septembre, mais évidemment une partie 1, histoire de ne pas encore avoir deux parties une vidéo trop importante. Ce sera plus facile à digérer et surtout, il y a déjà pas mal de sorties pour septembre, ne serait-ce qu'aujourd'hui. Enfin, ne serait-ce qu'au jour d'aujourd'hui, on a déjà un beau tas de nouveautés qui sont sorties. L'un n'empêche pas l'autre, on va quand même commencer par les occasions. C'est un grand classique. Chez mon libraire, j'ai mis la main sur les 3 premiers tomes de Fairy Tail City Heroes. Donc par Hiro Mashima, c'est une réinterprétation de Fairy Tail en mode agent de police. Alors, je ne les ai pas encore lus, évidemment, c'est pas ma priorité, et c'est globalement considéré comme étant mauvais. Je me ferai quand même ma propre idée, vous me connaissez là-dessus, mais j'ai rentré ça surtout pour dire de participer à venir au full set d'Hiro Mashima. Que j'ai les œuvres majeures, mais j'avoue que je n'ai pas les petits spin-off louches comme ça. Puis surtout, voilà, c'était en occasion, c'était pas cher. J'en ai profité. Et puis, hop là, en brocante, c'est assez rare pour le signaler, mais je suis tombé récemment sur un beau stand avec pas mal de mangas. Vraiment des très belles choses. Évidemment, beaucoup de choses que j'ai déjà, malheureusement. Mais j'ai quand même rentré donc de la collection Black Museum, Springald et les tomes 1 et 2 de Ghost and Lady. Donc c'est du Fujita. Et puis surtout, voilà, je les ai eus à 4 € pièce pour des gros bébés bien épais comme ça. Ça va. Et puis surtout, regardez l'état, ils sont quand même nickel. Quand je vous dis que c'était super impressionnant, vous voyez les tomes doubles qu'ils ont sortis en Perfect Edition de Katsai, City Hunter, il y en avait à 5 €. 5 € pour des tomes qui doivent valoir 16 € à peu près en neuf. Je peux me tromper, je les ai pas pris, mais c'était vachement sympathique. Sans compter tous les autres, tout ce qu'il y avait. C'était vraiment très bien, un bon petit stand. J'en connais parmi vous qui se seraient régalés. Ensuite, niveau mise à jour. Alors, j'ai suivi les conseils, donc j'avais déjà vu plusieurs en parler, notamment Sélection Manga, encore une fois. Qui est-ce qui était l'autre? Je ne me rappelle plus. Mais au creux de nos mains, donc un one-shoot chez Nazca Édition. Donc déjà très quali, j'aime beaucoup la couverture comme ça, sur de papier canson. Très chouette, très chouette. Ça nous raconte l'histoire d'une famille qui est un peu en difficulté, la mère célibataire qui s'occupe de ses 3 enfants, qui doit avoir 2 travails pour ça. Donc c'est des petites histoires, très tranches de vie, assez touchantes. J'avais cru comprendre que c'était un peu plus sur le côté triste. Ce n'en est pas le cas, c'est touchant, mais ce n'est absolument pas triste. Bref, je me suis régalé, c'était vraiment très bien, donc je ne regrette pas d'avoir suivi le conseil. Et j'ai même un petit goût de pas assez. Vous voyez, un peu comme un Hirayasumi, on a toujours envie d'avoir un petit tome de plus. Mais bon, voilà. Très belle découverte. Et encore une fois, la couverture est juste splendide, on ne le dira jamais assez. J'ai réussi enfin à récupérer le tome 5 de Princesse Jellyfish. Donc voilà, ça va me permettre de poursuivre ma lecture et j'ai complété la série. Donc c'est toujours très sympa. Hop là. Donc c'est toujours de Akiko Higashimura, autrice que j'aime beaucoup. Vous l'aurez peut-être piffé, mais Fairy Tail City Heroes, c'est en 4 volumes. Peut-être pour ça que ça n'a pas bien marché non plus. 4 volumes, c'est vraiment série courte. Et il y en avait que 3. Donc j'ai commandé pour compléter le volume 4. Comme ça, j'ai tout et je ne me pose plus de questions. Je sais bien beau, mais si c'est pour avoir des séries décousues, c'est quand même pas cool. Même si c'est l'occasion, il faut un peu de respect. Ensuite, celui-là, c'est sur les conseils de Manga Badass Dragon et Caméléon chez Manabooks. Autant dire que là, j'ai l'avantage, j'ai repris un peu plus tard la série, de me faire les 2 tomes d'un coup. Je me suis aussi régalé. Hop là. Donc, c'est une histoire sympa de changement de corps entre un mangaka
qui est un mangaka légendaire, hein, qui a réussi à percer avec une série qui vend des millions de tomes. Je pense que là, il dit 150 millions, donc on va dire, c'est niveau Eiichiro Oda, quoi. Et un apprenti qui n'a jamais réussi à percer, qui est très noir, très sarcastique, qui se fait appeler le caméléon, parce que lui, son truc, c'est l'imitation parfaite du style des gens pour qui il travaille. Donc c'est un très bon imitateur, mais voilà, on lui a toujours dit qu'il ne savait pas créer, qu'il serait pas bon. Et du jour au lendemain, ils vont comme ça, suite à un accident, échanger de corps. Et ce qui est très drôle, c'est que dans un sens, évidemment, le héros principal, donc qui est le mangaka légendaire, lui, il aimerait bien retrouver son corps, mais l'autre, il est très content justement d'abandonner sa vie de merde pour devenir un mangaka légendaire, adulé de tout le monde, qui a pignon sur rue. Ce qui fait que le mangaka légendaire va décider de repartir à zéro. Donc non seulement avec sa réputation, il serait une réputation qui laisse un peu à désirer, mais il va réussir à prouver qu'il a quand même du talent. Il va essayer de relancer son manga, de revenir célèbre. Donc lui, il voit ça comme une opportunité un peu chouette. Alors qu'on a vraiment le côté yin et yang, l'ombre et la lumière. On pourrait dire que le caméléon maintenant va être très heureux puisqu'il est dans la peau d'un mangaka légendaire et tout ça. Mais non seulement ce type est un immonde connard, vu que il prend tous les autres pour de la merde, il a aucun respect pour les gens, il les fait bosser, il les insulte, il les fout à la porte. Ce qui, paradoxalement, pour un caméléon, on pourrait dire, tu vas un peu te faire cramer, quoi. Le mec, il change de personnalité du tout au tout du jour au lendemain. Et il n'y a pas grand monde qui se pose des questions. Bon, pourquoi pas. Mais voilà, donc il y a vraiment cette dichotomie. Et évidemment, lui vit dans la peur que l'autre le rattrape, le dépasse. Donc il va, ou même essaye de faire comprendre aux gens que c'est plus lui. Et donc va essayer de le broyer. Donc plutôt que d'être heureux, on ne sait pas où il va aller, mais il a l'air de le vivre mal. Il se remet aussi en question dans un sens pour vraiment arriver à copier le style de l'autre au maximum. Il va lui-même se dépasser, mais pas pour les bonnes raisons, on va dire. En attendant, c'était vraiment très sympa à lire. J'ai passé un excellent moment de lecture. Pareil, on a aussi tout ce côté un peu shonénique au travers des mangas, un stage d'entraînement pour former des jeunes talents, tout ça. Donc vraiment très chouette. Belle recommandation. Et ensuite, celui-là, je crois que c'est Belle en Bulle, que j'avais découvert assez récemment. C'est, alors, on passe du tout au rien. Sous la pluie avec toi. C'est l'histoire d'une jeune fille qui va, un jour de pluie, trouver un chien dans la rue. Enfin, elle pense que c'est un chien, évidemment, mais, là, vous l'aurez compris, il s'agit en fait d'un tanuki. Et voilà, ça va leur donner l'occasion de cohabiter ensemble, sauf qu'évidemment, le tanuki, il a la capacité de communiquer, c'est-à-dire qu'il utilise un cahier et un stylo pour écrire, et il donne comme ça des petits conseils, des machins. C'est vraiment un manga axé sur l'humour. Et ça marche. Ça marche, parce que je veux dire, ça m'a fait excessivement rire. La scène où ils sont chez le vétérinaire, évidemment, il se rend bien compte que c'est pas un chien, mais c'est un... Puis l'autre, il met « chien ». Allez, s'il vous plaît, joue le jeu avec moi. Et quand il part, t'as le petit tanuki qui met un petit panneau voilà, merci, je vous adore, mais je ne reviendrai jamais. Donc ça marche vraiment bien, le dessin est tout doux, c'est tout mignon. À mon avis, par contre, ça c'est le côté vieux briscard qui parle, il va y avoir un développement derrière, puisque on est sur une jeune fille comme ça au début qui marche sous la pluie, sans but, elle n'a même pas de parapluie, elle se fait tremper, et elle tombe sur cette petite boule de poil. On se doute bien que ça va un peu changer son quotidien, que ça va lui permettre de faire des rencontres, peut-être de s'ouvrir aux autres, voire même, pourquoi pas, trouver l'amour. Donc c'était très sympathique, j'ai beaucoup aimé, de toute façon. Alors une des choses qui m'a convaincu, c'est Nobi Nobi, bon, c'est vraiment une gamme, d'ailleurs c'est pas pour rien, c'est la collection même Genki de Nobi Nobi, donc vraiment le côté feel good.
C'est une gamme et une maison d'édition que j'aime beaucoup. Donc quand on me conseille du Nobinobi, j'ai tendance à y aller les yeux fermés. Mais si vous êtes curieux, il y a aussi un animé dessus. Alors que j'avais regardé aussi le premier épisode, et pareil, j'ai éclaté de rire pendant l'épisode. Donc ça m'a littéralement convaincu de faire l'acquisition des 2 premiers volumes. Et autant dire que je vais continuer la série avec grand plaisir. Donc si vous avez envie d'un bon manga feel good, je peux que vous le conseiller, surtout en ces périodes un peu moroses, hein. Bon, on ne fait pas très clair, on approche quand même de l'automne, tout ça. Bonne petite tranche de rire, ma foi, ça fera pas de mal. Voilà, ici on a fait occasion et mise à jour. On va enchaîner sur maintenant le sujet principal, c'est-à-dire les nouveautés du mois. On va commencer avec Akata et le tome 4 de Le Bourge et la Cagole. Une petite histoire de romance entre un fils de bonne famille et une fille, voilà quoi, du peuple qui a été élevé dans la rue. Un tome excessivement satisfaisant, ma foi, puisque le tome 3 nous avait laissé sur un gros cliffhanger, et ce tome 4 va mettre un gros coup de pied dans la fourmilière, non seulement en résolvant l'attente qu'on avait au tome 3, mais en ayant une conclusion très sympathique. Je me suis régalé à la lecture. Alors, évidemment, j'essaye toujours de ne pas en dire trop, hein, parce que le but, c'est pas ici de vous spoiler, surtout que c'est une petite série courte en 7 volumes. Mais si vous n'avez pas encore commencé ceci et que vous cherchez une bonne comédie romantique, je ne peux que vous la conseiller. C'est vraiment excellent. Ensuite, on va rester dans le côté romance avec Bloom chez Nobinobi, donc le tome 5, déjà, ça avance assez vite quand même. Hop là, ah bah tu vas retrouver. Hop. Donc romance, pareil, on a aussi le même côté des garçons qui viennent d'une école un peu pour les cancres, hein, pas des loupards, mais vraiment des simples d'esprit. Et des filles, par contre, qui sont dans une école pour filles de bonne famille, très aisées et tout ça. Ça marche bien. Ici, on est vraiment sur le rapprochement, donc non seulement entre les 2 personnages qui sont amoureux, évidemment, mais avec aussi l'entourage, les 3 amis d'un côté et l'ami de l'autre, qui se mettent à l'aise. Le dessin est très bien, on a encore un truc très feel good, évidemment, ce qui est la signature de Nobinobi. Chez Glénat, le tome 1 de Les Gouttes de Dieu, Héritage. Donc c'est un spin-off de la série Les Gouttes de Dieu. Alors c'est une série dont je ne parle pas beaucoup, non pas parce que je n'aime pas, mais parce que c'est dur de conseiller cette série. Alors pourquoi? Parce que c'est quand même 70 volumes, qui sont tous entre 9 et 9,50 €, donc ça représente un énorme budget, même pour moi, hein, j'ai eu la chance de dégoter toute la première saison en occasion et les 10 tomes de la saison 2 en occasion, donc c'est quand même coup de bol, ça n'arrivera pas à tout le monde. Pourtant c'est excellent. C'est excellent et c'est un manga qui va parler d'œnologie, donc la science du vin. Pour un gars comme moi qui ne boit pas de vin, évidemment, on dira, mais la lecture n'en reste pas moins intéressante. Donc celui-ci, évidemment, se situe après l'histoire des Gouttes de Dieu, avec un petit côté spoiler. Donc, si vous n'avez jamais lu les Gouttes de Dieu, il ne faut pas du tout y aller, ça ne sert à rien, vous allez juste vous gâcher le plaisir. C'était très sympa, c'est absolument pas obligatoire. J'ai juste peur que ce soit court, parce que ce sera en 2 volumes. Et le volume 1 est très bien, mais j'ai peur que ce soit peu rushé dans le volume 2. On y reviendra évidemment, je serai là pour vous en parler à ce moment-là. Mais c'était vraiment très bien. Et puis je vous le remonte encore une fois, vous l'avez déjà vu, mais la qualité, il y a vraiment un très très bon dessin pour ce seinen. C'est vraiment très chouette. Mais évidemment, pas pour tout le monde. Chez Delcourt Tonkam, un gros pavé, donc la réédition de Tough, l'aube d'une légende, donc la saison 1 évidemment, parce qu'on nous réédite la saison 3, et move un peu surprenant de la part de Delcourt Tonkam, ils ont aussi rendu disponible, il me semble, les 12 premiers tomes de la saison 2. Ce serait peut-être un peu pour motiver les gens à aller vers la saison 3, évidemment.
Donc, Teuf, de quoi est-ce que ça cause? C'est un manga de baston. Baston et avec une petite vibe Furio aussi, je trouve, puisqu'on est sur des écoliers. Donc c'est plutôt sympa. J'espère que évidemment que ça va monter en puissance, parce que pour le moment, en toute honnêteté, ça se lit bien, mais ça casse pas trois pattes à un canard. Toujours avec ce héros qui est un peu bas de plafond. Lui, il est motivé par devenir le meilleur bastonneur de tous les temps, pour devenir une grande star de cinéma, d'action, telle Bruce Lee ou Jackie Chan. Et c'est à peu près tout. Dire, le mec, il est pas loyal bon. Il est là pour botter les culs. C'est pas il y a un petit côté anti-héros. Tu vois, c'est pas un salopard non plus. Mais c'est pas le gars à qui on va s'attacher, qui va défendre la veuve et l'orphelin, même s'il a ses valeurs. Et puis évidemment, ça fait partie de ces héros qui ont un destin, puisqu'il est l'héritier d'un art martial légendaire, le Nada Shinkage, qui est l'art de la vie et de la mort. Un gros art d'assassin, en gros, en quelque sorte. Donc c'est pas mal, ça se lit bien. Évidemment, c'est des volumes doubles, ce qui est plutôt sympa, ce qui réduit aussi le coût. Mine de rien, ça peut être intéressant. Mais voilà, j'attends plus. Alors, vu je sais qu'il y a 3 saisons, que c'est quand même quelque chose un peu... les gens... Et Manga Badass en est excessivement fan. Donc, je ne m'en doute pas, je sais que ça va monter en puissance. Maintenant, le dessin est très bien, il y a aussi une petite vibe un peu à l'ancienne qui n'est pas pour me déplaire. Hop là. Alors, chez Komiku, le tome 8 de Dahlia, artisane magicienne. Voilà, j'avais plus le sous-titre. Donc, c'est un isekai, mais totalement différent, évidemment, de ce qu'on peut connaître, vu qu'elle est dans un monde médiéval fantastique et elle crée des objets magiques. Tout simplement, elle essaye de faire son entreprise, son petit business. Et ce tome-ci se concentre sur le fait de vendre des produits au bataillon d'exploration, donc les chevaliers qui vont chasser les démons. C'est assez feel good aussi, donc c'est vraiment à tranche de vie, un peu pépère, un peu relationnel. Vous n'aurez absolument pas de combat, pas de gros rebondissements, ça parle commerce, quoi. Donc si vous avez beaucoup aimé, par exemple, Spice and Wolf, voilà, je vais y arriver, vous allez retrouver un peu cette vibe-là, avec un petit côté fantastique, puisqu'on parle évidemment de créatures et d'objets magiques, mais avec un côté plutôt axé médiéval, commerce, un peu de politique. Donc c'est sympathique. Bon, après c'est du Komiku, ça sort pas souvent, mais ça se laisse manger. Ensuite, chez Naban, alors une grosse sortie qui était très attendue, en tout cas pour moi, c'est la réédition de Subaru, de Masahito Soda. C'est l'auteur de Capeta, c'est ce qui m'a poussé à y aller, parce que Capeta, c'est un manga quand même de très très haut niveau, même si je ne l'ai pas fini. Et évidemment, c'est un manga qui a, on va dire, pour thème la danse classique, mais c'est pas le thème principal. Je m'explique. J'essaie de pas trop spoiler non plus. Déjà, on retrouve les dessins de l'auteur que j'aime beaucoup son style et tout ça, son style de dessin. On va très vite passer à une étape supérieure parce qu'il y a une ellipse assez vite après le début. Mais ici, pareil, je vais faire aussi la comparaison avec le manga en scène. Le manga en scène, c'est vraiment un shonen sportif, par défaut, sur le monde de la danse classique. C'est-à-dire qu'on va voir les sessions d'entraînement, la pratique, on va nous expliquer tous les détails, les techniques de danse, les chorégraphies, les accessoires, les chaussons à pointe, les types de chaussons et tout ça. Pour vraiment faire comprendre le sport et s'initier, les concours, la compétition. Ici, c'est pour ça que je dis qu'on est plutôt sur un manga qui parle de danse, mais la danse n'est qu'au second plan. Ici, le corps principal du manga, en tout cas à ce niveau aussi, ce qui correspond à 2 volumes, c'est vraiment l'humain. L'humain et les sentiments, puisque l'histoire nous raconte donc le personnage de Subaru qui a un frère jumeau qui est très malade, qui est à l'hôpital et qui passe son temps à aller le voir
Et pour communiquer avec lui, elle utilise la danse. Sauf qu'elle ne s'est jamais entraînée, elle n'a pas pris de cours. Elle danse au feeling pour essayer de transmettre des émotions à son petit frère. C'est ce qui va l'emmener dans ce milieu-là. Puisque de fil en aiguille, elle va vouloir en faire une profession, elle va vouloir s'intéresser à la danse. Mais voilà, tout ce qui est intéressant là-dedans, on va pas la voir s'entraîner des heures. Il y a des scènes d'entraînement, bien sûr, mais c'est le côté psychologie, le côté se remettre en question. C'est un manga qui est aussi dur. L'intro, je la trouve assez difficile à lire. Ça parle de sujets qui sont compliqués, en tout cas pour moi, c'est des trucs qui me touchent, des enfants malades, comme ça, à l'hôpital. C'est pas facile. Subaru, évidemment, vit avec ça, puisque ses parents s'occupent du frère malade, donc elle est un peu mise sur le côté. Elle n'a pas appris à extérioriser ses émotions, elle fait passer son frère avant elle, donc elle doit aussi évoluer tout ça. D'ailleurs, elle va évoluer dans un milieu qui est différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Elle ne passe pas par les grandes écoles, elle ne fait pas des concours et tout ça, elle a une personnalité bien tranchée derrière. Donc c'est excessivement bien, je me suis régalé. Si vous posez la question, ce ne sera pas très long, ce sera en 6 volumes, donc 6 volumes doubles ici. Il y a une saison 2 qui s'appelle Subaru Moon. Alors, si nous font le même coup qu'avec Blackjack, voilà, on n'est pas sûr qu'il y aura la saison 2. Il faut que les ventes soient au rendez-vous. Donc si vous aimez l'auteur, si c'est le genre de manga qui vous botte en général, c'est le moment d'y aller pour envoyer vraiment un message positif à Navan pour leur dire, voilà, nous on est au rendez-vous, on soutient à fond le projet et on aimerait bien la saison 2, inédite en France, puisque la saison 1 se trouve encore maintenant. D'ailleurs, je suis sûr que la cote a baissé vu la réédition. L'édition est de qualité. Après, je sais pas vous, ça c'est vraiment un détail, mais la couverture, je la trouve pas dingue. Ça donne pas spécialement envie d'y aller, mais ne vous y trompez pas. C'est vraiment pépite ce qu'il y a à l'intérieur. Preuve qu'il ne faut pas juger un livre à sa couverture. Hop là. On va passer... Tiens, je me fais... Oui, hein, beaucoup plus que là. Ah oui, c'est ça, j'ai mélangé. Bravo, moi. Bon, bah tant pis. On va rester chez Kurokawa avec 008, apprenti espion. Donc, on termine une petite mission d'un côté pour repasser sur une mission de l'autre. J'ai l'impression que c'est toujours des épisodes un peu filler. On va nous présenter d'autres personnages de l'école, en quelque sorte. Voilà. C'est pas un manga qui va casser 3 pattes à un canard, mais ça se laisse lire. Sachant que pour la blague, allez, je vous la fais une petite. Ce manga-là a toujours la particularité de cacher des petites subtilités derrière la couverture, toujours un peu sexy. Et donc ça donne ça. Voilà. Normalement, c'est rien que YouTube va me striker la tronche, mais c'est toujours rigolo. J'aime bien que tout le monde ne regarde pas forcément sous les jaquettes, mais des fois, vous trouvez des petits trucs comme ça. Moi, ça me fait toujours beaucoup rire. Ensuite, on a le tome 32 de One Punch Man avec encore une couverture, mais de dingue. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle, cette cover. Et on approche du bout, hein, on approche vraiment du bout, de la conclusion de cet arc, qui est certes très cool, mais aussi très très long, hein, peut-être un peu trop long d'ailleurs. Et on a enfin le plaisir de voir Saitama revenir sur le devant de la scène. Regardez-moi ces planches. Là. Ah, c'est quand même goûtu. Hein, ça a beau traîner un peu en longueur, on s'ennuie jamais quand on a un tome entre les mains, ça c'est sûr. Ensuite, dans la catégorie palu, on a le tome 31 de la saison 6 de Hippo. Hein, on peut toujours pas commencer la saison 6. On m'a dit qu'a priori, ils ne feraient plus d'autres saisons, donc il aurait peut-être la peine que je me sorte les doigts. Pareil pour le tome 28 des Héros de la Galaxie, hein, qu'on n'a pas lu non plus. Mais on a quand même lu le tome 16 de Goblin Slayer. Ça fait longtemps, je me suis rendu compte, ça fait longtemps qu'on n'avait plus à Goblin Slayer, un vrai en fait, parce qu'on a toujours les spin-offs qui sortent pas mal. D'ailleurs, je pense que Year One est maintenant plus grand chez nous que le Goblin Slayer classique, ce qui est rigolo. Donc j'ai mis un peu de temps avant de me remettre dans l'histoire, de me rappeler qu'ils étaient partis assister au mariage de la sœur de l'elfe et tout ce qui en découle. Mais une fois qu'on a passé le cap de se remettre un peu dedans, c'est sympa d'y retourner. Pour ceux évidemment qui aiment la dark fantasy. Hop là.
Chez Mangetsu, le tome 24 de Shiruran. Donc la fin s'approche, la fin s'approche, on le ressent évidemment. Encore un tome très axé grosse baston, et cette fois-ci autour de ce personnage-là, qui est le sorte de ninja qui ne vit que pour l'argent, qui avait jusque-là beaucoup un rôle un peu de sidekick, tu vois, le personnage un peu discret qu'on met jamais en avant, qui est juste là par cupidité, mais très sympa, très très chouette. Le dessin est très bon, les chorégraphies de combat sont top, et on en profite donc pour nous mettre évidemment l'origine story du personnage pour qu'on s'y attache un petit peu dans les clous. Ça marche pas mal, ça marche pas mal. Et puis on a le tome 5 de Ace of Diamond. Donc manga sur le baseball, toujours chez Mangetsu, un gros volume double, qui marche plutôt bien, puisque là on commence enfin, on rentre dans le dur, les vrais gros matchs officiels pour se qualifier. Et le héros qui arrive, malgré ses lacunes, malgré son style un peu spécial, a attiré l'attention du coach, en tout cas suffisamment, pour qu'il puisse avoir sa petite place dans l'équipe, ce qui n'est quand même déjà pas rien. Ce qui est bien avec ce manga, évidemment, c'est qu'on a plein de personnages et qu'ils arrivent à avoir tous un peu leur part. C'est toujours difficile avec les mangas de sport quand il y a beaucoup de joueurs. Un basket, un slam dunk, ça marche très bien, mais parce qu'il n'y a que 5 joueurs, donc tu peux mettre 5 personnages en avant, quelques-uns de côté en plus, des remplaçants, et ça marche. Pour le baseball, c'est déjà plus compliqué, vu qu'il faut mettre 9 personnages en avant. Si tu commences à mettre les remplaçants et tout ça, rien que là pour le rôle de lanceur, des personnages, il y en a 3. Donc, c'est un peu compliqué. Je trouve que là, l'auteur le fait plutôt pas mal. Il prend même le temps d'arriver à décrire, à rendre intéressant des personnages ennemis. Genre lui, c'est un rival, un lanceur d'une équipe adverse, un Chinois. Mais ça marche vraiment bien. Mon seul regret, ça c'est vraiment personnel, c'est que là, on est vraiment sur le côté sport. Ça manque d'une présence féminine, par exemple. Mais c'est peut-être le fait que j'ai lu, évidemment, tous les mangas de baseball d'Adachi, où il y a toujours une entraîneuse, un peu comme ça, des personnages un peu féminins qui sont proches, une petite romance qui va se nouer. Là, c'est très testostérone, quoi. Mais bon, pourquoi pas. En tout cas, attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, c'est un excellent manga de baseball si vous voulez vous intéresser à ce sport. Hop là. Alors, chez Crunchyroll, nous avons le tome 9 de Hokkaido Girls Are Super Adorable. Donc, manga de romance, toujours, qui marche bien, qui est centré autour de Hokkaido. À chaque fois, on a des petits décors comme ça, des petits détails. Et on va arriver dans un arc assez classique, ma foi, qui est l'arc du voyage scolaire. Ça marche toujours bien, ça, dans un manga qui mélange école et romance. Ensuite, le tome 19 de Dan Dadan. Encore une fois une dinguerie, un tome qui va conclure son arc. C'est de ne pas trop en montrer non plus, mais... Et surtout, un tome qui va conclure beaucoup de choses, en fait. Ce tome aurait pu, en quelque sorte, être le dernier. On aurait pu, alors, un peu plus long, évidemment, en rajouter un petit peu, mais on aurait pu faire un happy end là-dessus. Évidemment, c'est pas le but, c'est un manga qui marche excessivement bien, donc faut pas arrêter la poule aux œufs d'or, je le comprends parfaitement. Mais voilà, je suis très curieux, vu la conclusion de ce tome-là, de voir comment le mangaka va rebondir et ce qu'on va avoir derrière. Alors moi, je ne lis évidemment jamais les scans. Bon, si vous êtes lecteur de scans, vous savez évidemment depuis longtemps ce qui va devenir derrière, mais moi, je suis excessivement curieux et je dois vous dire que j'attends le tome 20 avec impatience. Ensuite, on a eu le tome 6 de Kill Blue. Pareil, ici, ça va aussi conclure un petit arc en quelque sorte, sachant que le manga vient de se terminer au Japon. Et pour fêter ça, il va même avoir droit à un animé. Bon, ce qui est toujours paradoxal, évidemment. En général, on fait un animé pour promouvoir un manga, pas quand il est fini. Mais voilà. Après,
c'est pas non plus... Ça se laisse lire, hein, le côté tueur à gages légendaire qui est dans un corps d'un gamin de 12 ans. Ça marche, c'est sympa, l'action est bien, il y a un petit côté what the fuck. Mais voilà, si ça n'a pas des masses marché au Japon, je suis pas sûr que ça marche des masses chez nous non plus, c'est très dispendoire. Et bah, honnêtement, c'est très loin du niveau qu'avait l'auteur sur Kuroko's Basket. Maintenant, voilà, je passe pas un mauvais moment de lecture, et parfois des tomes qui se lisent en 15 minutes, bah, ça fait aussi du bien. On a aussi, alors pareil, la même vague, il y a Nuée Exorciste, donc c'est rigolo parce que les deux viennent vraiment du Jump, les deux sont des mangas qui n'ont jamais vraiment brillé, même si celui-là existe toujours. Donc manga d'exorcisme, sympathique aussi, ça marche bien, un tome avec quelques révélations, un tome avec le classique power-up aussi, hein, marche bien dans les mangas. Mais pareil, ce n'est pas un manga légendaire non plus, un bon divertissement, mais sans plus. Hop là. Alors, on va passer chez Noévé Graphics. Je pense que depuis que je fais des vidéos, c'est la première fois que je vais vous présenter une sortie de Noévé Graphics. Dans un sens, ça me fait un petit peu quelque chose. Ça fait plaisir. Et donc ici, on a les tomes 9, 10, 11... et 12 de Arrête de me chauffer, Nagatoro, série que j'aime toujours beaucoup, évidemment. Donc, on va quand même en parler un petit peu. On est sur ce côté tsundere. Donc le tsundere, c'est, pour vous la faire courte, le tsun, ça veut dire piquant, et le dere, ça veut dire tout doux et tout ça. Donc globalement, c'est des filles qui n'arrivent pas à avouer leurs sentiments et qui vont plutôt harceler en quelque sorte le garçon qui leur a tapé dans l'œil. Mais toujours avec ce petit côté tendre derrière et tout ça. Il y en a qui ont mal pris. Ce manga il y a beaucoup qui ont cassé du sucre sur ce manga disant que c'était du harcèlement et tout ça. Mais c'est pas ça du tout. Hein, c'est vraiment de pure culture japonaise. Et il faut aimer aussi le côté humour. L'humour, moi je trouve qu'il marche excessivement bien. En tout cas, il marche très très bien sur moi. On va dire que j'ai beaucoup ri à ma lecture de ces tomes. D'ailleurs, j'ai enchaîné les 4 avec grand plaisir. Surtout que ça fait très longtemps qu'on n'avait plus de sortie de Noévé. Donc moi j'y suis retourné avec plaisir. Le dessin est sympathique, moi j'aime beaucoup. Surtout que là, il y a vraiment une petite vague. Il y a une maturité. Le manga a pris son temps. Évidemment, au début, faut convaincre, donc faut aller directement mettre des trucs. Puis là, on commence à prendre le temps d'écrire les personnages, en apprendre un peu plus sur eux. On avait beaucoup eu des trucs sur Senpai, donc le garçon. Ici, on va un peu plus se concentrer sur Nagatoro, son côté sportif, le fait qu'elle faisait du judo dans le temps, tout ça. Ça marche bien. Ça marche vraiment bien. J'ai passé un bon moment. Après, vous savez, moi je dis tout, hein, moi je dis tout. Le papier, alors ça se voit pas évidemment à la caméra des masses, je sais pas si ça va passer, mais voilà, c'est assez translucide là. Voilà, je crois que ça se voit pas, mais on voit assez bien au travers du papier. Donc là, pour un gros retour en force de Mangetsu, ils auraient pu faire un petit effort là-dessus. Ce qui est dommage, parce qu'en termes de cover, comme ça, les covers sont plutôt quali avec le petit vernis sélectif ici sur le nom et tout ça, ça marche bien. Mais voilà, c'est pas non plus la top qualité en termes d'édition. Je me demande si on n'avait pas droit à mieux avant. Hein. Peut-être côté suspicieux aussi. Hein. Déjà on retire les éditions collector, on retire les bandeaux, on retire les points, on retire les cartes. Bon, tout ça, c'était évidemment dispensaire. Mais si on commence à rogner sur la qualité du papier, ça va un petit peu moins le faire. Mais bon, moi personnellement, je ne vais pas bouder mon plaisir. Je suis très content d'en avoir récupéré. Et surtout par paquet de 4, ça fait plaisir. Notez que j'ai aussi rentré 2 tomes de Capeta, mais comme c'était le 5 et le 7, parce qu'ils n'ont pas reçu les autres, je ne les ai pas lus. Donc ce sera pour la deuxième partie de cette vidéo. Hein, on va autant parler de ce qu'on compte lire. Ensuite, même distributeur, mais pas même maison d'édition, chez Meian, on a eu le nouveau coffret de B-Blues, avec encore une fois 5 volumes d'un coup. 5 volumes que j'ai enchaînés sans aucun problème. Preuve que j'adore cette série. En général, je suis comme ça. Quand on lit un tome
et qu'on n'a qu'une envie, c'est de prendre le tome suivant et de le commencer, c'est quand même la preuve que le manga est plutôt bon, au moins en tout cas très addictif. On est toujours sur un manga de foot, d'un haut niveau, vraiment un bon manga, en tout cas moi je le conseille à tous ceux qui aiment les mangas de sport et les mangas de foot, mais qui est assez différent, par exemple, de Aoashi. Aoashi, on est vraiment sur un foot, mais très technique. On va rentrer dans le détail et tout ça. On va... c'est du foot, comment dire, qui est... c'est quoi? C'est les U18 chez eux, mais comment est-ce qu'on peut appeler ça? Cours préparatoire pour vraiment le niveau professionnel. Ici, on reste dans le côté scolaire. Alors évidemment, le côté scolaire est très peu mis en avant. On les voit très peu aller dans l'école en tant que telle, s'entraîner, faire des cours de maths, tout ça. Mais il y a une vague un peu plus classique. Je ne sais pas comment vraiment vous l'expliquer. Mais ici, ça marche excessivement bien. Et puis surtout, j'ai fait la reproche à Ace of Diamond. Ici, je trouve que les présences féminines sont vraiment sympathiques, amènent vraiment quelque chose au manga, avec évidemment la sœur jumelle et amie d'enfance, l'amoureuse, patineuse artistique, cette fille-là qui a été rajoutée assez récemment, qui sert d'interprète au coach qui vient de... c'est République tchèque. Une autre fille qui est de manageuse de l'équipe. On va leur donner une place importante dans un entraînement en les mettant en manageuse chacune d'une équipe, donc très sympa. Ça marche bien, ça marche vraiment bien. Moi, je retrouve le style d'un manga de sport que j'apprécie, en fait, que j'affectionne, avec toujours un dessin qui marche bien. Des matchs d'assez haut niveau, et puis... voilà, et puis l'histoire avance vite, mine de rien, puisque là, on arrive, donc on est à 20 tomes, il y en aura 49, donc on est presque à la moitié. Donc ça marche franchement bien. Moi, je ne peux que vous le conseiller en tout cas. Hop là. Ensuite, chez Pika, le tome 18 de Fortnite of the Apocalypse. Donc ça y est, enfin, on a le retour de Perceval, qu'on attendait depuis un petit moment. Quelques petites révélations, et on est reparti comme en 14. Donc plutôt sympathique aussi. J'ai l'impression qu'on va approcher, en tout cas pas loin de la révélation finale. En tout cas, dans tous les pions, à peu de choses près, sont en place pour lancer un grand final de valeur. Maintenant, ça ne veut rien dire. Hein. On sait bien que ce genre de manga, on peut les faire durer très très longtemps, voire même on n'est pas à l'abri d'un petit rebondissement. On va assez vite passer sur le tome 23 de Dreamland, que je n'ai pas lu, parce que j'avais complètement décroché de cette série-là quand l'auteur avait eu la très bonne idée de refaire tous ses premiers tomes. Pareil, alors le tome 22 de A Couple of Cuckoos, que je n'ai pas lu non plus, très en retard aussi. Et le tome 14 de Goddess Café Terrasse. Je l'ai lu quand même, faut pas déconner non plus. Hop là, donc pareil. Romance, tranche de vie, petit côté chi, hein, c'est Kujiseo, il aime bien. Mais voilà, on est aussi sur un manga qui malheureusement peine à se renouveler, tourne un peu en rond. C'est dommage, c'est dommage. En termes de Kujiseo, c'est moins bon. Il y a Princesse Lucia aussi, mais ça c'est vraiment un délire très etchi qui n'est pas très profond. Mais quand on voit le niveau qu'il avait sur un Suzuka ou sur un A Town Where You Live, je trouve que là, c'est moins ça. Je ne retrouve plus la saveur que l'auteur avait malheureusement. Hop là. Alors, chez Kana, on est sur le tome 8 de L'Enfant en moi, donc l'antépénultième. Donc c'est qui parle toujours de grossesse chez une toute jeune fille de 15-16 ans. Moi, il y a son anniversaire là, je pense qu'elle passe à 16 ans. Et là, pareil, on suit aussi tout le processus de la grossesse, puisque là, elle est presque au bout.
Donc très sympa aussi, très touchant comme petite série. Théoriquement c'est un shoujo et il est en rose, mais ça se lit très bien aussi. Donc instructif, touchant. J'ai très très hâte d'avoir la fin, de voir comment ça va se conclure. 100% différent, hein, puisqu'on parle d'un shoujo à du dark kana, on a le tome 3 de Crows, qui était attendu au tournant évidemment, puisqu'on a eu 2 tomes d'un coup, qui étaient ma foi très satisfaisants, et puis on avait envie de savoir comment ça allait se continuer. Et c'est pas mal parce que on nous met en tout cas directement un truc un peu méchant, que la bande qui veut rivale, le besoin de l'école de s'unir, des mecs qui rigolent pas, hein, puisqu'ils sont là en mode un peu sauvage, je vais te buter, casse-lui les bras, casse-lui les jambes. Donc oui, c'est peut-être un peu plus violent que certains mangas du même genre. Moi, je suis plutôt Team Rakai Blues de toute façon, que je trouve d'un niveau au-dessus, ne serait-ce que pour le dessin qui lui met 10-0, même si le dessin là est sympathique, attention. Mais ça c'est sympa, ça monte en puissance. Évidemment, le côté dommage. Pourquoi? On nous sort 2 tomes d'un coup, puis là on nous en sort plus qu'un, quoi. Enfin, je viens de vous montrer Noévé et Meian qui savent sortir des séries par paquet de plein. Ça, c'est une ancienne série qui sera en 20 tomes. Je crois qu'il y en avait 22, ils vont les faire en 20. Mais vas-y, enfin, Canard, c'est aussi un gros éditeur. Ils auraient pu sortir les doigts et nous les proposer par paquet de 2 au minimum. Ça se serait bien vendu de toute façon. Et leur justification, c'est de dire « Oui, mais on préfère prendre le temps de bien faire les choses. » Oui, enfin, j'entends l'argument, mais pour moi, c'est vraiment de la poudre aux yeux. C'est juste qu'ils n'ont pas envie, ils n'ont pas envie de s'emmerder. Si Meian sait le faire, Canard saurait le faire aussi. Dire même des mangas, là, je citais Bibloos, où c'est 5 tomes d'un coup. C'est un peu plus spécial. Mais même Kingdom, on nous les sort par 2. Et on peut pas dire que le travail soit pas bien fait. C'est pas une question de moyens. Canard, c'est un des Big 3. Donc s'ils veulent mettre du pognon dans Crows, et ils en ont mis pour avoir la licence, parce que c'était pas facile de la choper, ils ont sorti la planche à billets, ils pourraient vraiment sortir par plus que ça, au moins par 2, et le public serait au rendez-vous. Donc pour moi c'est un peu de fainéantise, c'est dommage, ça empêche de bien profiter de ce monument du furieux. Et puis j'ai aussi rentré donc le Miyamoto Musashi, donc gros pavé de chez Kana, de Shotaro Ishinomori, donc, auteur assez légendaire. Hop, je trouve qu'il y a une petite vibe. Alors, je n'ai pas encore lu celui-là, parce que le problème des gros pavés, évidemment, c'est que c'est pas facile à transporter. Moi, je lis dans les transports en commun particulièrement, donc c'est toujours embêtant, en plus ça risque de s'abîmer. Je n'en ai entendu que des retours positifs, en tout cas, c'est vraiment bien. Hop. Et je trouve, en tout cas, je sais pas vous, mais qu'il y a un petit côté, quand on voit les dessins, il y a un petit côté à la Tezuka aussi. Alors je sais bien que c'est 2 auteurs qui sont côtoyés et qui sont un peu de la même époque, mais on retrouve un peu cette vibe-là, c'est rigolo. Hop là. Mais voilà. En tout cas, ça fait plaisir de retrouver cette réédition. C'est pareil, c'était assez compliqué de se procurer l'édition précédente. Et on terminera avec Kiun, un des plus qui ont été les plus actifs. On a un nouveau chef-d'œuvre de Lovecraft de Gutanabe, donc ici l'Indicible. Alors ça, je l'ai pas lu, je vais me le garder. Mon gros plaisir avec les Lovecraft en général, c'est de me lire ça pour Halloween. Et donc, comme le mois d'octobre est pas si loin, ce serait quand même dommage de se priver. Donc voilà, on va prendre le temps de le savourer dans les meilleures conditions possible. En tout cas, on est quand même rarement déçu avec les chefs-d'œuvre de Lovecraft. Même s'il y en a qui sont quand même moins bien, mais en général, c'est de la bonne. Ensuite, le tome 15 des carnets de l'apothicaire, donc la version la plus avancée, à ma foi. Pas mal de révélations et de rebondissements là-dessus. Je rappelle que Mao Mao a été enlevé, a été emmené dans un endroit reculé. Mais évidemment, c'est sans compter sur Jinchi et sur le papounet de Mao Mao, qui vont tout faire pour réussir à la retrouver dans les plus brefs délais.
c'est toujours sympathique. Évidemment, comme c'est de l'enquête, du suspense, tout ça, je ne vais pas trop en dire non plus. Ensuite, le tome 10 de Kindergarten Wars. Donc, on a mis fin à la grosse baston précédente. D'ailleurs, une fin assez inattendue pour ma part. C'est de ne pas spoiler non plus. Mais voilà, je ne m'attendais pas à ça, j'étais assez surpris. Et derrière, on va reprendre un peu un petit moment de transition avec des très belles pages couleurs aussi au milieu du bouquin. Hop, je vous les montre parce que je vous aime bien. Hop, ça fait toujours plaisir. Et donc, après une fin assez compliquée, assez spéciale, on fait un peu retomber la pression avec une petite transition en attendant quelque chose de plus violent. Mais qui est toujours sympathique, attention, ça marche bien. Toujours ce petit humour comme ça, qui mélange la mignonitude et les scènes de grosses bastons avec des mecs qui meurent par paquet de 12. Enfin bref, c'est la saveur du manga. Ça marche bien, je passe toujours un bon moment à lire mon petit tome de Kindergarten Wars. Ensuite, le tome 3 de Phantom Buster. On nous en avait promis 4 dans l'année, on est déjà à 3, donc ils tiennent les délais, ils tiennent les paris, donc ça marche bien. Pareil, on est sur du petit shonen sympathique, ça casse pas 3 pattes à un canard, mais ça marche bien. Hop. Sur le thème, évidemment, donc de l'exorcisme. Et on va encore, on est sur des tomes aussi d'introduction, donc on prend aussi un peu le temps de donner un peu plus de background au personnage, donc notamment le principal, celui qui doit manger les fantômes pour les exorciser, et celui qui est évidemment sur la couverture, celui qui a les yeux comme ça tailladés en forme d'étoile. On va apprendre d'ailleurs dans ce tome-là pourquoi est-ce qu'il a les yeux comme ça. C'est pas mal, ça se laisse lire aussi, c'est sympathique. On enchaîne avec le tome 8 de Nine Peaks. Donc pareil, un Furio qui marche bien, un peu plus récent dans la vibe. Qui va aussi essayer de passer un peu au niveau supérieur. Puisque le but, c'est évidemment, le père était le personnage principal. Comment dire ça? C'est lui qui a été le big boss de tout, mais pour l'instant, il est surtout un larbin. Et donc là, les gens vont essayer de le faire passer au niveau big boss. En tout cas, pour l'école, en tout cas. Un bon petit Furio. Encore une fois, pas le meilleur, mais ça se laisse. Et puis, on terminera, quand même, même là, c'est déjà beaucoup trop long, je m'en rends compte, avec le tome 12 de Akane Banashi. Couverture assez spéciale, ma foi, qui dénote un petit peu, mais qui est plutôt sympa. Pareil, s'il fallait le décrire, ce serait ce moment dans tous les shonen un peu sportifs, où le héros a un déclic et va avoir un level up. C'est ce qui va arriver à Akane, puisque là, elle est sur scène et elle va enfin, on va dire, trouver son Rakugo. Toujours un excellent manga, je prends beaucoup de plaisir à lire cette série, je le trouve très bien. Il y a le côté original, évidemment, puisque le Rakugo, ça n'attirera pas beaucoup de monde, ça c'est vrai, c'est pas un thème qui fait vente, mais moi c'est ce que je recherche. Je recherche ce côté différent. C'est pour ça que je suis plus critique sur les mangas un peu classiques. Comme tout à l'heure, oui, c'est des shonen un peu classiques de baston, le pouvoir de l'amitié. Alors, oui, les pouvoirs vont changer, oui, les personnalités ne seront pas les mêmes, mais c'est toujours un peu du déjà vu, ça manque de cette petite saveur différente qui, moi, m'intéresse. Et je reste toujours bluffé par le fait d'arriver à faire un parfait shonen sportif avec un thème qui est un peu poussiéreux comme le Rakugo. Si vous comparez avec le Rakugo à la vie et à la mort, qui est excellent, ces deux mangas, c'est le jour et la nuit. Pourtant, les deux sont bien. Il n'y a aucun problème là-dessus. Enfin, voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Ça montre que vous appréciez ce que je fais.
N'hésitez pas vous-même à me mettre dans les commentaires ce que vous avez déjà acheté, si vous-même vous avez eu des lectures coup de cœur, si vous partagez comment dire, mes impressions sur les dernières nouveautés que j'ai pu lire, parce que là j'ai quand même présenté 2-3 trucs qui m'ont vraiment beaucoup plu, ça fait plaisir, hein. J'essaie de me freiner sur les nouveautés, mais voilà, encore une fois, j'ai craqué malheureusement, je suis faible. Voilà. Et évidemment, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce, je vous dis à la prochaine!